Janvier 2014. Est-ce que vous vous souvenez encore de ce que vous faisiez en janvier 2014 ? Alors, à l'époque, peut-être que les plus people d'entre vous accouraient au chevet de Valérie Trierweiler, victime d'une crise d'apoplexie à la découverte de la une de Closer, ou peut-être que d'autres, un peu plus pieux, priaient pour le salut et l'âme de cette brave nonne italienne qui, sur le point d'accoucher, s'exclamait encore au grand Dieu n'avoir jamais goûté qu'aux hosties du curé. Quant aux amateurs du surréalisme à la belge, ils se gaussaient eux probablement de la bévue de ces policiers anversois qui, lors d'un contrôle d'alcoolémie, ont fait le test sur le passager et non le conducteur du véhicule, n'ayant pas remarqué qu'il s'agissait d'une belle anglaise, je parle de la voiture, bien évidemment. Notre législateur, lui, mais il ne faisait rien de tout ça. Et jugeant que les huissiers de justice sont des petits êtres finalement peu sexy et pas très glamour, il décida de nous offrir un petit lifting. Et c'est comme ça que naquit le 7 janvier la loi modifiant notre statut. Alors, trouvant quand même un certain charme aux rides et ne souhaitant pas priver l'huissier de toute expression, notre législateur, il ne prodigua quand même qu'une chirurgie légère, souhaitant notamment conserver le caractère d'officier public et ministériel de l'huissier. 6 ans, presque jour pour jour, se sont écoulés depuis. Mais aujourd'hui, est-ce que cette loi sur le statut est toujours en adéquation, finalement, avec les lois du marché que Quentin a évoquées en préambule ? Cette qualité fondamentale d'officier public et ministériel est celle qui permet à l'huissier d'exercer des missions régulatrices de la vie en société, liées à l'ordre public. Il est le seul, ce n'est un scoop pour personne ici, à pouvoir mettre en œuvre et exécuter les décisions de justice. Il rédige des actes authentiques dont la fausseté ne peut être démontrée que dans le cadre de procédures en inscription de faux, ce qui n'est pas rien. La Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt de janvier 2011, a également confirmé que l'huissier de justice agissait bien en tant qu'organe public dans l'exercice de ses missions monopolistiques, ici j'entends. Alors, je ne vais pas m'appesantir sur les contours de ce statut fort bien connu de tous, mais il me semble vraiment, vraiment important de noter que c'est ce caractère d'officier public et ministériel qui contribue à donner à l'huissier son statut de tiers de confiance. Et là, j'en veux pour preuve notamment un sondage récent qui a été réalisé par nos confrères français, duquel il ressort que 74% des Français jugent les huissiers de justice dignes de confiance. 83% des sondés estiment que l'huissier est utile dans le fonctionnement de la société. Alors, au-delà de son utilité sociale, les Français estiment que l'huissier de justice est un professionnel légitime, en qui ils ont toute confiance. Dans ses activités de recouvrement de créances et de saisie, notamment, 73% estiment que l'huissier a toute légitimité. Il leur accorde bien plus de légitimité qu'aux forces de l'ordre, 15%, et on peut peut-être s'en étonner, mais beaucoup plus que les sociétés spécialisées, les sociétés de recouvrement, 12%. Alors, pareil sondage n'existe pas encore à ma connaissance en Belgique, mais ça nous donne quand même un bel aperçu de ce que la population de l'Hexagone, en tout cas ici, peut en penser. Alors tout ça, évidemment, ce n'est pas sans impact direct quant à la responsabilité qui est liée à l'exercice de cette fonction. Derrière cette affirmation du citoyen, il nous appartient de comprendre ce qui fonde finalement cette légitimité. Qu'attendent les acteurs économiques de nous ? Quentin l'a évoqué en préambule, rapport qualité-prix. C'est probablement un des premiers éléments qui bien souvent est évoqué. Pourquoi ? Parce que si le professionnalisme de l'huissier est, soyons honnêtes, quand même peu remis en question, en revanche, le coût de ces actes est vivement critiqué, ainsi que l'inintelligibilité des sigles cabalistiques qui sont repris en marge et qui sont censés détailler nos frais. Alors, il n'y a qu'à, me direz-vous, il n'y a qu'à revoir finalement ce vieux tarif éculé. Et dans ce cas, pourquoi ne pas appliquer cette sacro-sainte règle, cette loi du marché, qui veut qu'en libéralisant, en laissant jouer la concurrence, le marché va se réguler de lui-même et les prix baisseront. Ce poncif, on le connaît tous.
Alors, nos amis bataves, dont le sens de l'économie n'est plus à démontrer, se sont livrés à l'exercice bien avant nous. Et il ressort quand même d'un édifiant, mais vraiment édifiant rapport de l'Agence hollandaise de surveillance financière, rapport de 2018, qu'en raison de cette libéralisation, les créanciers, assez logiquement, choisissent maintenant les bureaux les moins chers et qui recouvrent le plus efficacement. Mais cette libéralisation s'est avérée être le point de départ d'une course vers le bas aux conséquences absolument désastreuses. Désastreuses sur tous les plans, que ce soit sur le plan financier pour l'huissier, comme sur le plan du justiciable. Les huissiers de justice sont devenus de purs entrepreneurs et doivent se faire concurrence et se battre même hors des lois du marché. Alors, une façon de se sortir de cette misère financière a été pour un certain nombre de huissiers de procéder à des regroupements dans de grandes sociétés, espérant ainsi faire des économies d'échelle, des installations communes, des investissements dans des processus informatisés et automatisés. Le bureau de surveillance financière, qui contrôle la qualité des huissiers aux Pays-Bas, en 2017, a démis de leurs fonctions 4 d'entre eux. Ce même bureau a indiqué que près de 20% des 170 bureaux d'huissiers étaient à haut risque et qu'une grande partie de ces problèmes résidait évidemment dans des questions financières. Et que ce risque, et c'est probablement une des choses encore les plus graves, les pousse à enfreindre la loi pour survivre, au détriment du justiciable. Alors cette situation, elle a été rendue possible et s'est aggravée notamment en raison du fait que cette libéralisation tarifaire a été suivie d'un élargissement des compétences territoriales. Ils sont passés des régions aux compétences nationales. Alors, vous me permettrez une comparaison certes caricaturale et un peu audacieuse, mais on connaissait déjà la ferme des 1000 vaches, et bien maintenant la Hollande découvre l'étude aux 1000 veaux. Si, pour reprendre un vieux proverbe berrichon, dans un premier temps, le changement d'herbage réjouit les veaux, après avoir paqué quelque temps dans la folle herbe, enfermés maintenant dans leur nouvel enclos, il n'y a plus qu'à les pousser un peu pour les mener à l'abattoir. Et c'est ce qui attend manifestement aux Pays-Bas, plus ou moins 20% d'entre eux. Alors, est-ce dire qu'il faut laisser les choses en l'état ? Je vous répondrai par une citation, et que les moins de 20 ans m'excusent, parce que peut-être qu'ils ne connaîtront pas Francis Blanche, mais je ne peux évidemment que le citer quand il dit « Face au monde qui change, il vaut mieux penser le changement que changer le pansement ». Et je trouve qu'il a là tout à fait raison. De nos jours, plus rien n'est gravé dans le marbre. Alors, ce statut d'officier public et ministériel est-il chose immuable ? Moi, je pense sincèrement qu'il serait illusoire de le croire. Il suffit pour nous en convaincre déjà de regarder ce qui se passe chez certains de nos voisins, où les huissiers n'ont pas du tout le même statut que nous. Certains sont fonctionnaires, certains États ne connaissent même pas la profession d'huissier. Et j'en veux aussi pour preuve la dichotomie existante entre notre code judiciaire et un récent projet de loi visé par le Code de droit économique sur le recouvrement amiable. Alors, n'en déplaise à Testachat, rappelons quand même que le recouvrement de créances est une prérogative octroyée aux huissiers de justice il y a 700 ans. C'est une prérogative qui fait véritablement partie de notre ADN, le recouvrement de créances. Et ce n'est que dans le cadre de l'ouverture des marchés aux sociétés de recouvrement, ouverture des marchés imposée par l'Union européenne, qu'une partie de ces prérogatives sont passées aux sociétés privées. Alors, la commission chargée de l'élaboration du projet sur cette nouvelle loi sur le recouvrement amiable, qui est, vous vous en doutez, très marquée par le lobbying des associations de consommateurs, considère que les consommateurs ne doivent plus être intimidés par la figure de l'huissier de justice, trop souvent embrouillé par le fait qu'un huissier peut recouvrer des dettes aussi bien dans un cadre amiable que judiciaire. Donc dans ce projet, choix a donc été fait d'interdire l'utilisation de la représentation de la dame justice, notre balance, par les huissiers de justice dans leur correspondance, dans le cadre de leurs tâches amiables. Alors on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain, cette loi
présente un certain nombre d'intérêts et d'avancées assez bénéfiques sur un certain nombre de points, mais ce point particulier, pour les huissiers, doit quand même interpeller et poser problème. Parce que tout officier public et ministériel opère toujours en cette qualité. Même en matière de recouvrement amiable, l'huissier de justice agit en toute indépendance, dans le respect de ses obligations et des prérogatives qui sont les siennes. Il s'agit donc d'une obligation légale pour l'huissier, comme celle de décliner son identité et l'objet de sa mission lorsqu'il instrumente. Et de plus, je ne rappellerai rien à personne, mais il nous est interdit d'exercer une autre profession par nous-mêmes et par personne interposée. Et finalement, n'est-ce pas là scinder deux activités et en faire finalement deux métiers différents, alors qu'à la base, ce n'est qu'un seul recouvrement. Si cette règle avait été implémentée comme telle dans notre code de droit économique, elle aurait été en contradiction avec notre statut. Et elle semble surtout vouloir répondre à la volonté d'associations de consommateurs de voir supprimer purement et simplement dans le chef de l'huissier cette prérogative, encore une fois, pluricentenaire. On décèle là quand même un début d'érosion, je pense, de notre statut. Et là encore, force est de constater que l'origine du problème réside encore dans la tarification. C'est pourquoi l'élaboration d'un tarif clair doit aussi s'accompagner de sanctions tout aussi claires en cas de non-respect. Je ne sais pas si vous le savez, mais en France, la violation du tarif constitue une faute qui expose l'huissier, outre à une sanction disciplinaire, ce que nous connaissons également, mais également à une amende pénale et au remboursement des sommes indûment perçues. En France, le respect du tarif a été inscrit dans le code pénal. Ça en a fait réfléchir plus d'un. Si les acteurs économiques attendent des prix raisonnables, un bon rapport qualité-prix, ils exigent aussi que ces frais soient proportionnés et bien fondés. Dans une étude toute fraîche, et Quentin y a fait référence tout à l'heure, à peine sortie de presse, le professeur Verbeek de la KUL considère qu'il appartient à la société de mettre en place un système qui puisse conduire au paiement des créances, de manière à trouver un équilibre entre les intérêts divergents du créancier et du débiteur. Il parle des deux E d'une récupération efficace et éthique. Pour lui, elle doit être organisée et imposée par les autorités, parce qu'il considère qu'au jour d'aujourd'hui, la situation actuelle du marché montre que finalement les parties et le marché ne sont pas en mesure d'atteindre finalement cet équilibre. Et il place véritablement l'huissier au centre de ce processus. Mais pour pouvoir être efficace et éthique, l'huissier il a besoin d'outils, à commencer par tous ceux qui pourraient lui permettre de faire l'évaluation la plus juste de la solvabilité du redevable. Et ça, c'est évidemment le meilleur moyen d'éviter des procédures de recouvrement stériles. C'est pour ça que le professeur Verbeek, pour lui, l'huissier de justice doit être un gatekeeper. Le gatekeeper de l'exécution, celui qui a accès à toutes les informations, celui qui peut les partager avec son confrère, ses confrères, avec qui il partage le même secret professionnel, ne les utilisant évidemment que pour autant que cela soit nécessaire et pour atteindre l'objectif fixé, à savoir le paiement des dettes, et toujours dans un souci de proportionnalité. Fort de son statut de tiers de confiance, il devrait lui être autorisé à l'huissier, entre autres choses, de pouvoir consulter le dossier patrimonial, en grande partie on y a accès, mais le dossier fiscal, connaître le montant de la rémunération d'un débiteur pour éviter d'exposer des frais frustratoires de ses IRE, le montant de sa pension, les données relatives au numéro de compte bancaire. Toutes ces banques de données existent déjà et pour un certain nombre, nous n'y avons pas accès. Le professeur Verbeek, toujours lui, souhaite voir confier à l'huissier de justice un rôle central qu'il qualifie de commissionnaire du recouvrement de l'exécution formelle, considérant que seul l'huissier peut garantir un rétablissement efficace et éthique et qu'il peut être tenu pour responsable et puni pour ça. Et c'est en ça qu'il plaide également pour un renforcement de la déontologie et des sanctions, estimant notamment
je le cite, que la révocation est une sanction qui devrait, selon lui, être prononcée plus rapidement afin d'enrayer les excès. Alors, parler d'éthique revient également à dire que le marché attend de nous impartialité et transparence. Ça va évidemment de pair. L'huissier, il est un tiers neutre au litige. Alors, mon prédécesseur avait peut-être un peu de mal avec cette notion d'impartialité chez les huissiers. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, parce qu'on agit à la requête d'un mandant. Mais l'huissier se doit d'être dégagé de tout affect et veiller au respect tant des droits de son mandant que de la partie à charge de qui il exécute. Alors, cela se traduit évidemment à différents niveaux, à commencer par son devoir d'information. Je ne vais pas vous lire 519 paragraphe 3 du Code judiciaire. Et à l'égard de son mandant, dans les faits, cela revient souvent à devoir dire non. On a l'obligation de prêter notre ministère, oui, mais pas dans n'importe quelles conditions. On peut parfois le refuser lorsque l'on juge la demande totalement non fondée, pour ne pas dire hors la loi. Attirer l'attention sur une éventuelle disproportion dans les mesures d'exécution qui pourraient être sollicitées. On ne tue pas une mouche avec un bazooka, pas plus qu'on ne fait une saisie immobilière pour une créance de 100 €. Et bien entendu, expliciter toutes les difficultés d'exécution et faire rapport sur l'état de solvabilité de la partie débitrice. Donc l'huissier ne peut en aucun cas s'entendre comme un simple exécutant des volontés de la partie requérante, mais bien comme un intermédiaire qui tente de faire respecter une décision ou de mettre en œuvre une procédure légalement prévue. Alors, il se doit également d'informer de manière claire la partie débitrice dans le cadre aussi bien des contacts personnels qu'il peut nouer sur place lors des significations, mais également par les mails, les courriels envoyés par l'étude. Et cette obligation légale s'est encore vue renforcée avec l'entrée en vigueur en 2014 du statut qui impose d'aviser les parties de la possibilité d'engager une procédure en médiation. Procédure de plus en plus dans l'air du temps, de plus en plus sollicitée, à commencer par le ministre de la Justice. Ce que les huissiers, en tout cas, semblent avoir compris, cherchant maintenant à se former eux-mêmes en qualité de médiateurs agréés. En 2016, la Cour de cassation est venue encore renforcer cette obligation d'information, notamment dans le domaine des voies de recours. Cette jurisprudence incite quand même les huissiers à prendre le train de l'information du justiciable en marche, afin qu'il ne reste pas sur le quai. De plus en plus d'études maintenant insèrent dans leurs actes l'information concernant la possibilité d'exercer un recours, à tout le moins les recours ordinaires, l'appel et l'opposition. Alors, je ne peux pas évoquer cette question sans faire référence à cet arrêt du 31 mai 2018 de la Cour constitutionnelle, évidemment, qui confirme que dans l'exercice de ces missions, les huissiers de justice sont tenus d'être indépendants et de prendre en compte les intérêts de toutes les parties concernées, et doivent donc refuser d'exercer une mission qui nuirait de manière disproportionnée aux intérêts d'une des parties concernées. Et le comparatif est très beau, je trouve, avec les avocats, et résume très bien la complémentarité et la différence de nos deux fonctions. Les avocats peuvent aussi disposer, en tant que professionnels du droit, d'une expertise particulière en matière de recouvrement de dettes, c'est indéniable. Mais ils n'ont pas cette qualité d'officier public et ministériel. Ils ne disposent pas des prérogatives de la puissance publique et interviennent exclusivement pour défendre les intérêts de leurs clients, ce qui les distingue de nous, évidemment. Éthique, impartialité, l'idée un peu sous-jacente derrière ça, qui revient de plus en plus, c'est le rôle social de l'huissier. Moi, je vous avoue que c'est une expression un petit peu fourre-tout, à l'instar de nos lois pot-pourries, qui n'est pas franchement de mon goût. Je trouve que pour certains, ça pourrait laisser penser que l'huissier veut jouer un petit peu les apprentis assistants sociaux, et de là à ce que certaines mauvaises langues ne disent que c'est uniquement pour relaver sa conscience, il n'y a qu'un pas que certains n'ont déjà pas hésité à franchir. Je pense que dans les faits, le rôle social de l'huissier, c'est d'être un amortisseur social. C'est véritablement ça.
pas seulement dans le cadre de conflits sociaux, mais aussi dans le cadre du recouvrement de dettes, même en matière de constat, je pense notamment lorsque l'on intervient en matière de troubles de voisinage. Si dans notre pratique quotidienne, vous le savez tous, on devait appliquer stricto sensu toutes les décisions judiciaires telles qu'elles ont été rédigées, nous aurions nombre de révolutions. Et comme l'a dit mon prédécesseur, effectivement, il ne suffit pas d'appliquer le texte, il y a la façon de l'appliquer. Et l'huissier, il temporise beaucoup, il calme le jeu énormément et il médit également. Alors pour pouvoir faire tout ça, il faut être proche et il faut être disponible. Vous avez entendu ce que je vous ai dit concernant le modèle hollandais sur la réforme des arrondissements et l'élargissement de la compétence territoriale, qui était une véritable catastrophe chez eux. C'est effectivement problématique parce que finalement, cette proximité, c'est ce qui va de pair avec la disponibilité. Dans une société au jour d'aujourd'hui où tout file en un clic, où l'on zappe plus vite que son ombre, l'huissier doit être là au plus près et au plus vite. Et donc avoir une bonne connaissance de son territoire, du maillage social de son territoire, c'est un atout phénoménal, évidemment. Et c'est ce qui lui permet de pouvoir informer au mieux également son mandant quant à la possibilité de poursuivre, à la possibilité d'exécution. Mais cette disponibilité, elle pourrait encore s'accroître. En France, pour en revenir à leur sondage, 77% des Français jugent que l'huissier est un acteur juridique de proximité et qu'il est parfois le seul juriste facilement accessible dans les territoires reculés. C'est quand même quelque chose d'important. Et c'est vrai que tous dans nos études, on est souvent confrontés à un coup de téléphone d'une personne qui sollicite des renseignements, une personne qui passe au guichet pour demander des renseignements, ayant reçu une invitation de payer, ne sachant que faire. Donc, cette disponibilité, elle est importante, cette proximité aussi, mais elle peut encore s'accroître. À l'instar de nos confrères français, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller jeter un œil sur leur site, mais tous, pratiquement sans exception, affichent leur disponibilité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour les constats. Et c'est vrai que lorsque Ginette a une fuite d'eau le samedi à 8 heures, que le plombier veut bien effectivement venir vérifier tout de suite, mais qu'on veut clicher la situation pour être sûr après que l'assurance intervienne ou que le propriétaire indemnise qu'il n'y ait pas de souci, c'est pratique d'avoir un huissier sous la main, effectivement. Mais encore faut-il pouvoir le joindre. Et donc en France, ils ont mis en place un certain nombre d'outils permettant de se rendre disponibles et se sont organisés évidemment en fonction. Alors, est-ce que cette loi sur le statut, est-ce que cette déontologie qui va de pair cadre encore au jour d'aujourd'hui avec les lois du marché? On peut en douter. En tout cas, il y a certainement beaucoup de choses à conserver, à commencer par nos valeurs et nos principes. Mais il faut effectivement être capable de se remettre en question et pouvoir assumer le changement avant que le législateur ne nous l'impose, parce que c'est ce qui se passera. Vous l'aurez remarqué, j'ai choisi un langage un peu fleuri qui, j'espère, aura été pour vos oreilles un petit peu plus audible que ne sont compréhensibles nos sigles cabalistiques sur le bas de nos actes. Je vous remercie.